91, alinéa 5 du règlement sur le projet de loi ordinaire. La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Vous avez la parole, Monsieur Lachaud. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, chers collègues, si vous voulez détruire l'avarice, commencez par détruire le luxe qui en est la source. Ces mots de Cicéron prononcés il y a maintenant 2000 ans résonnent particulièrement à nos oreilles car ils rencontrent si intimement la réalité contemporaine de notre pays et plus largement du monde. Nous vivons dans une société profondément inégalitaire. L'argent seul est synonyme de réussite sociale. La valeur d'une personne est aujourd'hui jugée à l'aune de son seul revenu ou de son patrimoine. Jamais les écarts de fortune n'ont été aussi grands. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. Les écarts ne cessent de s'accroître. La fortune des 1% les plus riches a dépassé aujourd'hui celle des 50% les plus pauvres. En 20 ans, les revenus des plus riches ont grandi 182 fois plus rapidement que ceux des plus pauvres. Ces hyper-riches voient leurs revenus et leur patrimoine s'envoler. Les écarts de richesse s'accroissent de façon exponentielle. Mais que font-ils? Que font-ils de leur richesse? Est-elle utile écologiquement ou socialement? Prenons un exemple pour en juger. La guerre des yachts. Elle a commencé en 1997, quand le milliardaire Leslie Wexner a inauguré son yacht de 96 mètres, 33 mètres plus long que son principal rival. Aujourd'hui, on a une véritable compétition qui se livre sur l'eau. Pour y tenir son rang, il faut être prêt à dépenser 330 millions d'euros et rivaliser d'imagination pour l'équipement intérieur. À ce jeu, le milliardaire Paul Allen est relativement doué. Il a un yacht de 126 mètres de long. Il est équipé d'un terrain de basket. Il est équipé d'un héliport, d'une salle de cinéma et d'un sous-marin en fond de cale. L'argent n'est plus caché. Seul Monsieur Lachaud a la parole. Merci, Poursuivez, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. L'argent n'est plus caché, il faut l'exhiber. Thorstein Veblen, l'économiste du XIXe siècle, expliquait fort justement que la possession de la richesse est un moyen de différenciation. Elle n'a pas comme utilité de répondre à un besoin matériel, ce qui est aisément assumé, mais de conférer une distinction provocante, donc d'exhiber les signes d'un statut supérieur. Cela nourrit une consommation ostentatoire et un gaspillage généralisé. Car quoi acheter après les yachts que je viens de décrire? Autre chose, n'importe quoi, sans limite, car la satiété n'a pas de limite dans une compétition somptuaire. Au-delà de l'indécence sociale, ces comportements posent un problème pour la survie même de notre écosystème. En effet, nous ne sommes pas dans une période neutre de l'humanité. Son existence même est en danger, car nous utilisons plus de ressources chaque année que notre planète n'en produit. L'écosystème humain doit être préservé. Une bifurcation de notre modèle de société est indispensable pour assurer notre survie. Pourtant, cette classe dirigeante, prédatrice et cupide, l'oligarchie, est un obstacle sur ce chemin. Aucun projet, aucun idéal ne la guide. Au XIXe siècle, l'exploitation du prolétariat s'accompagnait du sentiment d'incarner le progrès scientifique ou encore les idéaux humanistes des Lumières. Après-guerre, il fallait défendre la liberté face au contre-modèle totalitaire. Mais aujourd'hui, à l'heure de la fin de l'histoire, l'idéologie capitaliste ne sait plus que s'auto-célébrer. L'oligarchie qui étend son pouvoir dans tous les domaines prétend, en reprenant les paroles de Mme Thatcher, qu'il n'y a pas d'alternative et que pour en finir avec l'injustice, il suffit d'accroître toujours plus la fortune des riches. Cette soi-disant utilité économique de l'oligarchie n'est effective que pour sa propre reproduction. Le nombre des pauvres et les inégalités en sont la preuve criante. Et pourtant, le mode de vie de ces hyper-riches est érigé en modèle pour la société, alors même qu'il contribue à sa destruction. Et c'est le président Macron,
alors ministre de l'économie du soi-disant ennemi de la finance François Hollande, qui résume cette injonction en une phrase éclairante. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Dans la lignée du président Sarkozy, le président à la Rolex, et dont le conseiller a affirmé que si à 50 ans on n'avait pas tous une Rolex, on avait quand même raté sa vie. L'argent, l'argent, l'argent. Voilà l'horizon que les dirigeants de ce pays fixent à notre jeunesse. Voilà d'où vient la corruption de ce pays. Voilà les comportements qu'il faut combattre. Le plus grand corrupteur est au pouvoir, c'est l'argent roi. Lorsque l'on s'attaque à un mal, il faut pourtant en couper les racines, sinon il repousse. Et pourtant, cette lutte, Madame la garde des Sceaux, il n'en est absolument pas question dans ce projet de loi. Pire, les avancées que le Sénat avait osé ajouter contre l'avis du gouvernement, les insensés, ont été systématiquement retirées du texte à la demande du gouvernement. Ce projet de loi n'est absolument pas à la hauteur des enjeux soulevés. Mais peut-être est-ce parce que c'est une loi de moralisation, même si, Madame la Ministre, vous avez refusé ce terme. Parce que, en effet, la moralisation, c'est le fait de rendre conforme à certains principes les actions. Le problème, c'est que la morale est une définition collective et floue. Et morale, ce qui est socialement acceptable. Or, la société accepte beaucoup de choses pourvu qu'elle y soit habituée. C'est ce qui est défini comme normal. Or, dans notre société, il est considéré comme normal de s'enrichir à outrance. Pire encore, la morale relève de l'appréciation personnelle, de ce qui est socialement acceptable. La morale finit par être ma morale, ce que moi j'estime moral de faire. Dit ainsi, on comprend mieux l'échec de tous ceux qui ont voulu moraliser le capitalisme. Donc, la loi de moralisation vise à rendre socialement acceptable ce qui ne l'est pas pour le moment, soit en limitant certaines pratiques, soit en renforçant certains contrôles, pour rendre les pratiques conformes aux attentes du plus grand nombre. Il s'agit de changements purement relatifs aux attentes d'une société et non relatifs à ce qu'il faudrait faire. Il s'agit davantage d'éviter les affaires, je ne reviendrai pas là-dessus, que de véritablement rendre la vie publique conforme à ce qu'elle devrait être. Au contraire, Madame la rapporteure l'a noté, la vertu est une qualité individuelle, non un principe collectif. Il signifie étymologiquement l'excellence ou le fait d'être parfaitement conforme à ce qu'une chose devrait être. Ce sont aux institutions de prévoir un cadre dans lequel les pratiques sont vertueuses. Sans ce cadre contraignant, tout repose sur l'appréciation personnelle. Nous avons donc besoin d'une véritable loi de vertu républicaine. Mes chers collègues, si vous voulez lutter efficacement contre la corruption, il faut que les corrupteurs soient poursuivis. Comment lutter contre la mainmise de l'oligarchie sur notre société? Tout d'abord, en réduisant les écarts de salaire. Déjà en 2000, l'un des grands penseurs du management américain, Peter Drucker, avait lancé cette mise en garde, et je le cite. « Il y a 30 ans, le facteur multiplicatif entre le salaire moyen et le salaire le plus élevé d'une entreprise était de 20. Maintenant, on avoisine les 200. C'est extrêmement pernicieux. Le banquier J.P. Morgan avait fixé comme règle que le top management ne devait pas avoir un salaire qui excède 20 fois celui d'un salarié moyen. Cette règle était très sage. Il y a aujourd'hui une attention démesurée portée aux revenus et à la richesse. Voilà ce que l'on nous disait. Voilà ce que disaient les penseurs du management américain en 2000. Mais s'il y a un lien, c'est que juste que vous ne voulez pas le voir. Aujourd'hui, nous n'en sommes même plus là. 16,8 millions d'euros, mes chers collègues, pour Olivier Brandicourt, le PDG de Sanofi en 2015. À votre avis, ça représente combien d'années de SMIC? 1200. 1200 années de SMIC. Et si seulement c'était une exception? Non, c'est une pratique courante. 3,5 millions d'euros en moyenne pour la rémunération globale des patrons des 120 plus grosses entreprises françaises. 5 millions d'euros pour une rémunération moyenne pour les patrons du CAC 40. Comment les Français, dont les revenus médians, certains ici l'ont oublié,
et de 1 700 € mensuels. 1 700 € mensuels. Peuvent-ils avoir confiance, vu que c'est le terme de la loi, confiance dans une société qui permet de tels écarts de revenus? Ce n'est pas possible. Il faut imposer un écart maximum de salaire de 1 à 20 dans les entreprises. Ainsi, tout grand patron qui voudra s'augmenter devra augmenter les salaires de tous. Voilà une mesure vertueuse pour l'entreprise, vertueuse pour l'économie, vertueuse pour la France. Et pourtant, Madame la garde des Sceaux, rien de tout cela dans votre loi. Et si au moins ces hyper riches payaient leurs impôts en France? Mais non. Les paradis fiscaux les accueillent à bras ouverts. Ils y courent protéger leur fortune parce que là-bas, l'imposition des héritages, fortunes et autres patrimoines est réduite à la portion congrue. Et ils n'ont même pas besoin de partir au bout du monde. Les paradis fiscaux sont à nos portes, au sein même de l'Union européenne. L'évasion fiscale, l'optimisation pour les moins téméraires ou les plus pleutres font d'ailleurs partie des règles de bonne gestion. L'évasion fiscale des entreprises coûte au moins 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres, selon l'association Oxfam. Avec cette somme, les 124 millions d'enfants non scolarisés pourraient bénéficier d'une éducation. Pire, ces paradis fiscaux sont un moyen utile de pression pour suggérer aux États d'abaisser la fiscalité sur les riches. Vous savez, mes chers collègues, cette ancienne selon laquelle, si on les taxe, les riches vont partir. Eh bien, qu'ils partent. Ils ne servent à rien, eux qui ne veulent même pas contribuer à l'effort national. Et d'ailleurs, s'ils partent, nous saurons les poursuivre. Parce qu'il faut instaurer une taxation différenciée. Tout citoyen devra payer au fisc le différentiel entre ce qu'il aurait payé en France et ce qu'il a payé dans son pays de résidence. Voilà une autre mesure que nous proposons. Notre inspiration, la Corée du Nord, messieurs les Républicains, non même pas. Les États-Unis d'Amérique, qui appliquent une telle législation depuis de nombreuses années sans que leurs riches ne se soient enfuis. En France, cela aurait une conséquence concrète immédiate, en finir avec les 90 milliards par an. 90 milliards par an de fraude fiscale. Vous savez ce que ça représente? 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. Et monsieur le ministre des Finances publiques qui se gargarise de couper 4,5 milliards dans les finances publiques? Que dire des baisses des APL pour les étudiants, de la hausse de la CSG des retraités? Tous les étudiants ne vivent pas avec 1 000 € par mois comme le faisait notre président. Et tout ça pourquoi? Pour le bien de la France et des Français? Des plus démunis et des classes moyennes? Que nenni! Pour financer les baisses de l'impôt sur les grandes fortunes. On voit que les riches ont été bien entendus et servis par ce gouvernement. Au lieu de reproduire des solutions qui ne marchent pas, lutter contre la fraude fiscale, voilà une proposition utile et simple. Et pour favoriser cette lutte, quoi de mieux que de faire sauter le verrou de Bercy, cette tradition digne de l'Ancien Régime, qui crée une juridiction à part et empêche le pouvoir judiciaire d'initier une procédure pénale en cas de fraude fiscale? Pourtant, Madame la garde des Sceaux, rien de tout cela dans votre loi. Pire, vous avez demandé à votre majorité de supprimer l'amendement du Sénat. Pour que de telles pratiques puissent se déployer dans la société, il faut bien que l'influence de l'oligarchie s'étende jusqu'à la haute administration. Le pantouflage et le conflit d'intérêts sont donc des pratiques contre lesquelles il faut lutter. Le pantouflage désignait à l'origine les polytechniciens qui préféraient partir dans le privé, la pantoufle, plutôt que dans la fonction publique, la botte. Aujourd'hui, pourtant, ils sont nombreux à être à la botte de la finance et de l'oligarchie. Et plus encore, dans les grands corps. 75% des inspecteurs des finances pantouflent au cours de leur carrière, à l'image du président Macron. Leur salaire est ainsi multiplié par 10, voire plus. Avant, il fallait choisir entre le pouvoir ou l'argent. Aujourd'hui, on peut avoir les deux, en très peu de temps. Voilà un mélange des genres qui ne donne pas confiance. En effet, les conflits d'intérêts sont nombreux, comme le montrent les différents exemples qu'il nous est donné de voir. Une dizaine de conseillers du président Hollande sont ainsi partis dans le privé au cours de son mandat. Julien Pouget, conseiller économie, parti travailler pour Total. Xavier Piechakzik, conseiller transport et environnement, a rejoint le directoire de RTE. David Kessler, ancien conseiller culture et communication, est parti travailler pour Orange Studio. Benoît Loutrel, le numéro 2 de l'ARCEP, recruté par Google France. Mais c'est bien le secteur bancaire
qui tient la palme du pantouflage et donc du conflit d'intérêts. Les exemples sont légion. Ne citons que les plus explicites, comme David Azema, directeur général de l'Agence des participations de l'État, recruté par l'une des plus grandes banques américaines, Merrill Lynch, Pierre Mariani, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au budget, avant de rejoindre BNP Paribas et de prendre la direction de la banque Dexia. L'un des exemples les plus emblématiques et les plus scandaleux, l'ancien directeur du Trésor, ex-directeur général des finances publiques, Bruno Bézard, a été recruté par un fonds d'investissement franco-chinois, Cathay Capital, alors même qu'il avait connaissance de la situation de l'ensemble des entreprises françaises dans lesquelles l'État avait des participations. Le président de la commission de déontologie explique lui-même que la loi est compliquée et qu'il est nécessaire de légiférer pour clarifier les choses. Car que dire du rétro-pantouflage? Ces fonctionnaires qui reviennent dans la fonction publique après être passés par le privé et donc avoir noué des contacts très proches avec les entreprises dont ils auront à réguler, ou non, les affaires. On peut citer Nicolas Namias, qui est passé par la direction du Trésor, la Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est devenu ensuite conseiller du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Sa complaisance au moment de l'élaboration de la loi de séparation bancaire de 2013, qui n'a eu d'impact que sur 0,5% des activités de la BNP Paribas et de Natixis, pose question, car il a été recruté un an plus tard à la direction stratégique de Natixis. Au final, peut-on être sûr qu'il défend l'intérêt général, comme tout bon fonctionnaire le doit? L'ancien secrétaire de l'association Finance Watch a une expression bien trouvée qui explicite cette question, et je le cite. « Vous avez toujours un petit lutin à l'arrière de votre cerveau qui vous dit que ce n'est peut-être pas très malin d'aller à l'encontre des désirs du secteur bancaire, au cas où. Voilà ce que se dit un fonctionnaire de l'inspection générale des finances et des grands corps de l'État. Il faut que cela cesse. Afin de prévenir toute situation potentielle de conflit d'intérêts et de garantir l'entier engagement au service de l'État et de l'intérêt général des fonctionnaires, le passage dans le privé pour des activités de conseil ne devrait pas pouvoir avoir lieu avant une période d'attente. C'était d'ailleurs le cas avant 2007. Le Sénat avait proposé de restaurer ce délai. Mesure sage. Vous en avez décidé autrement. Il faudrait interdire aux hauts fonctionnaires de pantoufler avant d'avoir rempli leur obligation décennale au service de l'État. Avec une telle mesure, Édouard Philippe n'aurait pas rejoint Areva seulement 7 ans après sa sortie de l'ENA. Au final, rien dans cette loi pour lutter contre les conflits d'intérêts et le pantouflage. Enfin, pour contribuer à restaurer la confiance dans l'action publique, il faut que les Français puissent avoir confiance dans la presse. Ce n'est pas le cas. L'enquête annuelle réalisée par l'Institut Kantar en février 2017 pour le quotidien La Croix révèle une dégradation accrue des relations entre le public et les supports d'information. 52% ont confiance dans les informations qu'ils écoutent à la radio, 41% dans les informations de la télévision. La concentration des médias au sein de quelques grands groupes industriels est véritablement un recul pour leur indépendance vis-à-vis des puissances de l'argent et des intérêts privés. 80% des médias sont aux mains de 9 milliardaires. 80% des médias, 9 milliardaires. Au total, ils sont une vingtaine à détenir la quasi-totalité des supports médiatiques. Et d'ailleurs, combien d'entre eux ont voté pour le président Macron? La mercantilisation des médias constitue une transformation encore jamais atteinte dans notre pays. Désormais, le système médiatique est organisé dans la perspective d'accroître les profits publicitaires. Dans cette logique financière à courte vue, les propriétaires de médias généralisent aux salariés des méthodes de management totalement étrangères à celles qui ont toujours prévalu dans ce milieu. En lieu et place d'une gestion horizontale entre pairs, ils installent des directeurs généraux et des directeurs de rédaction missionnés pour appliquer les objectifs de restructuration et d'orientation éditoriale. Les éditocrates se succèdent pour nous répéter matin, midi et soir qu'il n'y a pas d'alternative au démantèlement du Code du travail, des services publics, au recul de l'âge de la retraite, etc., etc. Les pouvoirs politiques successifs ont renoncé à réguler ce secteur. Alors que l'on pourrait proposer l'élection du président de France Télévisions et de Radio France plutôt que sa nomination, proposer également une limitation de la concentration des médias entre les mains de quelques-uns, proposer de vrais pouvoirs pour les rédactions au détriment des propriétaires. Des solutions existent. Pourtant, Madame la garde des Sceaux, rien dans cette loi pour réguler le secteur de la presse et contribuer à restaurer la confiance dans l'action publique. Mais alors, à quoi sert
le texte que vous nous soumettez? Voilà une vraie question. Si vous n'avez pas vu le rapport, c'est qu'il y a un problème. Mais bref, il vise à réguler les actions des élus, notamment les parlementaires, mais à la marge seulement celle de l'exécutif. Pourquoi supprimer la réserve parlementaire, mais ne pas toucher à celle du gouvernement ou du président? Soit le système est néfaste et on supprime l'ensemble des réserves, soit il est bon et on les maintient toutes. Pourquoi favoriser l'exécutif au détriment du Parlement? Les mesures que vous nous proposez semblent s'inscrire dans la volonté affichée du président et du gouvernement de réduire les prérogatives du Parlement afin d'accroître leur pouvoir. Je crains que cette loi ne serve qu'à stigmatiser les élus. Alors évidemment, il y a des brebis galeuses, mais pas plus que dans d'autres secteurs de la société. Et je peux vous assurer que si l'on prend les mesures que je viens de vous énoncer et de vous détailler, et dont vous n'avez malheureusement pas vu le rapport, nous aurons mis un terme à tous les débordements que l'on a connus. En tout cas, rien de ce que vous proposez n'est de nature à bouleverser profondément l'ordre actuel. Rien qui restaurera dans la confiance dans l'action publique. Elle a été perdue, cette confiance, plus par les promesses non tenues que par les affaires. Comment expliquer l'abstention massive qui se développe, sinon par l'application sans faille, depuis plusieurs années, d'une politique guidée par le libéralisme économique le plus orthodoxe? Il convient de redonner au pouvoir aux citoyens et de contraindre les élus à respecter leurs promesses pour rompre ce cercle vicieux. Refonder le peuple en refondant la République grâce à une assemblée constituante. Voilà la solution. Mais en attendant la convocation d'une telle assemblée, il est possible d'agir dès maintenant. Quoi de mieux pour contraindre les élus à tenir leurs engagements qu'instaurer un véritable référendum révocatoire? Permettre aux citoyens de démettre un élu en cours de mandat s'il ne respecte pas son programme. De nombreux pays le font. Nous devons mettre en place une telle mesure. Nous devons permettre aux citoyens de proposer eux-mêmes une loi, pas le faux semblant de référendum d'initiative parlementaire créé par Sarkozy en 2008 qui n'a jamais servi, vu qu'il a été pensé pour ne pas pouvoir servir. Mais de tout cela, Madame la garde des Sceaux, il n'en est pas question dans votre loi. Nous demandons donc le rejet de cette loi qui n'est pas à la hauteur des enjeux de notre temps pour rendre confiance à nos concitoyens dans l'action publique. Revenez vers nous avec une véritable loi de vertu républicaine et si vous n'en êtes pas capable, vous pourrez toujours faire adopter la proposition de loi que notre groupe présentera. Merci, Monsieur Lachaud. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez répondre au nom du gouvernement? Monsieur le Président, Monsieur le député Lachaud, j'émets un avis défavorable à la motion que vous présentez. Ça ne vous surprendra pas. Alors, pourquoi? J'ai écouté avec attention tout ce que vous avez, les points que vous avez développés. J'ai trouvé d'ailleurs que certains d'entre eux étaient intéressants et mériteraient d'être traités, mais pas ici et pas maintenant. Il me semble en effet, si vous le permettez, juste 3 points. Il me semble tout d'abord, et je l'ai dit, et d'ailleurs j'ai bien compris que dans votre intervention, vous étiez un peu gêné par mon intervention préalable, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une loi de moralisation. Monsieur le député, je réinsiste sur ce point, c'est bien une loi qui pose un certain nombre de règles éthiques. Ce n'est en aucun cas une loi qui porte sur un présupposé moral. Donc vos arguments de ce point de vue ne me semblent pas pertinents. Ce n'est pas non plus une loi qui régit les rapports entre acteurs privés de la société. La loi le dit clairement, il s'agit ici de rétablir la confiance sur l'action publique et donc la loi ne porte pas, le projet de loi ne porte pas sur les rapports entre les personnes privées. Donc là encore, et quel que soit l'intérêt des éléments que vous avez développés, il me semble que le texte ne va pas dans le sens que vous souhaitez et ne peut pas aller dans ce sens-là. C'est une loi. Par ailleurs, troisième élément, c'est une loi qui, me semble-t-il, a
apporte un certain nombre d'éléments nouveaux sur des thématiques qui jusqu'alors n'avaient pas encore été abordées. Je pense à l'IRFM, je pense aux emplois familiaux, aux collaborateurs parlementaires, etc. Ce n'est pas une loi qui a pour objet de reprendre les travaux qui sont encore tièdes de la réflexion sortie des assemblées. Je pense ici à la loi de 2013 et 2016 qui ont déjà porté sur des questions relatives, ça n'a rien à voir, relatives aux fonctionnaires. Et donc, il me semble que nous n'avons pas à remettre sur le métier des éléments qui ont déjà été traités. Une évaluation en sera sûrement faite, le temps au moment dont vous conviendrez, mais pas maintenant. Enfin, ce n'est pas une loi qui porte sur les points de mouillage dans les ports ni sur les yachts. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci, Madame